Yo les trashers! Les braquages, c'est toujours un truc qui marche bien au cinéma, dans les livres, les séries, etc. Que ce soit toute la partie de planification, les actions risquées qui s'enchaînent, et évidemment la fuite des criminels, c'est toujours un suspense incroyable et les faits marchent à chaque fois. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai compris que la vie réelle surpasse parfois la fiction. Aujourd'hui, on va parler des vrais braquages les plus impressionnants. Il y en a eu beaucoup, donc on a dû faire une petite sélection, alors enfilez votre cagoule et c'est parti. Japon, le coup de bluff à 300 millions. Et on commence par un vol encore irrésolu à l'heure qu'il est. On est en 1968 au Japon. Depuis quelques semaines, le directeur de la banque Nihon Shintaku Ginko reçoit quelques lettres de menaces anonymes. S'il ne cède pas 300 millions de yens, sa maison sera explosée à la dynamite. Inquiet, il contacte la police et expose les faits à ses employés. La vie suit son cours. Quelques jours plus tard, le 10 décembre 1968, 4 employés de la banque transportent en voiture 300 millions de yens dans des boîtes métalliques en direction de l'usine Toshiba. Alors qu'ils sont en train de rouler, un policier sur une moto leur barre la route et les arrête. Il leur explique que le domicile du directeur de la banque a été explosé et qu'ils ont reçu une alerte comme quoi la voiture serait elle aussi piégée. Les employés sortent tous du véhicule, laissent le policier se glisser sous celui-ci pour repérer la bombe, et c'est alors que de la fumée et des flammes s'échappent de sous la voiture. Le policier ordonne aux employés de s'éloigner en hurlant « Shit, la voiture va exploser !» Et ils vont alors se cacher derrière un mur. Les secondes passent, et aucune explosion ne se fait entendre. Lorsque les employés jettent un œil à là où était la voiture, celle-ci a disparu. Et oui, le policier est monté dedans et s'est échappé. Ils appellent alors leur patron, dont le domicile n'a absolument pas été explosé. Hé ça c'est du coup de bluff. Le génie dans cette opération, c'est évidemment ce faux policier qui ment et fait croire que la maison du directeur a été dynamitée, ce qui était parfaitement crédible étant donné que les employés étaient au courant de cette histoire. Pour ce qui était de la fumée et des flammes pour simuler l'explosion du véhicule, c'était simplement une sorte de feu d'artifice que le faux policier avait allumé sous la voiture. Aucune violence physique, simplement un subtil jeu qui avait commencé depuis déjà plusieurs mois avec cette histoire de lettres. Malgré 170 000 policiers sur l'enquête, celle-ci n'a toujours pas été résolue. Les pièces à conviction retrouvées sur le lieu du crime étaient pour la plupart des fausses preuves pour brouiller les pistes des enquêteurs, et on peut dire que ça a marché. Ni le criminel, ni les 300 millions de yens qui avec l'inflation valent quand même dans les 8 millions d'euros actuels, ont été retrouvés. Pour tout vous dire, en 1988, le voleur a même été officiellement déchargé de toute responsabilité civile. Des mots un peu compliqués pour juste dire « C'est bon, tu peux dire que c'était toi, tu n'auras aucune poursuite judiciaire », mais il ne s'est toujours pas dévoilé. Anvers, le vol des diamants. Quand je vous ai dit que la réalité dépasse parfois la fiction, là, on y est. Si vous ne le saviez pas, à Anvers, la ville de Belgique, oui, il existe un quartier de diamantaires où une très grande partie de la production mondiale de diamants transite. En 2000, un peu plus de 2 ans avant le vol, un Italien du nom de Leonardo Notarbartolo, bon désolé pour les Italiens, je vais juste l'appeler Leonardo maintenant, s'installe en tant qu'importateur de bijoux dans un des bureaux du Diamond Center, un bâtiment du quartier. Il a alors accès au bureau librement et ouvre même un compte dans la banque pour posséder son coffre-fort dans la salle des coffres. Tout ceci est une couverture pour son plan. Observer minutieusement, pendant 2 ans, le fonctionnement du centre et sa sécurité. Pour le coup, il se la joue vraiment espion, avec des caméras cachées dans sa sacoche ou dans un stylo bille. Non, c'est vraiment comme dans un film. Le plan est prêt le 15 février 2003. 5 hommes, dont Leonardo, s'introduisent dans le centre et passent au travers des 10 systèmes de sécurité mis en place. Ils utilisent entre autres de la laque pour cheveux pour désactiver les capteurs de mouvement, des couvertures en polyester pour ne pas être repérés par les caméras thermiques, ils vont même jusqu'à mettre des sacs plastiques sur les caméras et remplacer les bandes de vidéosurveillance du centre par des cassettes préenregistrées. Oui, ça fait très Ocean's 11. Après avoir forcé les coffres, ils repartent avec le contenu de 123 des 160 coffres du centre, ce qui représente tout de même une somme d'environ 100 millions d'euros. C'est pas dégueu. Leonardo s'échappe alors et à 30 km d'Anvers, abandonne au bord de la route des éléments du vol contenant son ADN qui sont retrouvés le lendemain du braquage. Il est donc évidemment placé comme suspect numéro 1. Et devinez quoi? À peine quelques jours plus tard, il se représente au centre comme si de rien n'était, pour demander si son coffre a été pillé. Il a tenté un coup de bluff en se disant « On ne va jamais accuser un type qui viendrait sur le lieu du crime ». Sauf que c'est pas passé vu qu'il était le suspect principal et a donc immédiatement été arrêté. Mais qu'il est con! Paris, le vol de la Joconde. Ouais, c'est impossible de voler la Joconde. Alors, peut-être, mais ça a pas toujours été le cas. On va souffler un peu sur les braquages énervés avec un des vols les plus bidons de tous les temps. En 1911, un peintre décide d'aller faire le croquis de la Joconde au musée du Louvre. Sauf que quand il arrive, il n'y a plus que le cadre et la toile a disparu. Alors forcément, il demande au gardien, on lui dit que la toile est peut-être chez les photographes, mais elle n'y est pas et c'est la panique totale. La Joconde a été volée. Les enquêteurs retrouvent des empreintes de doigts sur la vitre de protection de la Joconde, et essayent de voir si celles-ci correspondent à celles de chacun des employés du Louvre, mais ce n'est pas le cas. Mais qui a donc volé la Joconde, me direz-vous? Eh bien c'est Vincenzo Perugia, c'est l'homme qui a été chargé de protéger toutes les œuvres importantes du musée avec une plaque de verre.
Il est arrivé en pleine nuit, a enlevé le cadre et la protection en verre, puis est parti comme il est venu avec la toile sous son manteau. Il a gardé la toile 2 ans sous son lit à Paris. Puis quand il retourne dans son pays d'origine, l'Italie, il essaye de vendre le tableau, mais l'antiquaire à qui il souhaite le vendre le dénonce à la police. Vincenzo a justifié son acte parce qu'il souhaitait en gros rendre le tableau aux Italiens, pensant que Napoléon aurait volé la Joconde pendant la campagne d'Italie au XVIIIe siècle. Alors que non, la Joconde est une toile française, car Léonard de Vinci l'a vendue à François Ier bien avant ça. Donc, rien à voir, idiot de Vincenzo! Japon. L'inspecteur de la santé meurtrier. Si les braquages dont je vous ai parlé jusqu'ici ont été faits sans trop de violence physique, celui-ci a entraîné la mort par empoisonnement de 12 personnes. On est donc au Japon en 1948, dans une des banlieues de Tokyo à la banque de Taigin. À l'époque, le Japon est sous occupation américaine, et un homme se présente aux employés de la banque comme agent de la santé publique au service de l'armée américaine. Il explique être envoyé pour vacciner le personnel de la banque contre la dysenterie, une maladie grave qui est même devenue une épidémie au Japon à ce moment-là. Le voleur joue la carte du professionnel, et montre comment prendre le cachet et les gouttes de liquide pour se faire vacciner. Par conséquent, les 16 personnes présentes sur place absorbent le liquide et le cachet, qui sont en fait du poison et se retrouvent tous seuls en quelques minutes. Le faux inspecteur de la santé peut alors récupérer un butin de 180 000 yens, et en fait c'est très peu, c'est environ 2000 € actuels. 10 personnes dont un enfant sont mortes sur le coup, et 2 meurent à l'hôpital pour seulement 2000 €. L'enquête qui s'ensuit est fascinante. Le poison est d'abord difficilement identifié, on pense en premier lieu à du cyanure de potassium, de la mort au rat quoi. Ensuite, on retrouve comme indice des cartes de visite laissées sur place par le voleur, dont celle de Shigeru Matsui, un homme qui travaille justement au ministère de la Santé. Je vous arrête tout de suite, ce n'était pas lui, et on cherche alors un coupable parmi les 593 personnes à qui il a donné sa carte de visite. De fil en aiguille, on remonte à un homme, Sadamichi Hirasawa. Sadamichi Hirasawa ne fournit aucun alibi et possède chez lui une somme d'argent correspondant à celle du braquage dont il ne veut pas dire la provenance. De plus, 2 des survivants reconnaissent son visage sur un portrait robot. Il est condamné à mort et mis en prison, mais ne sera jamais exécuté car certains pensent qu'il n'est pas coupable. L'argent retrouvé chez lui, dont il ne voulait pas dire la provenance, serait en fait issu de la vente de toiles pornographiques. Et pour une question d'honneur, il ne voulait pas en parler. Et surtout, le poison identifié ne serait peut-être pas du cyanure de potassium, qui est facile à trouver, mais de la cyanohydrine d'acétone, un poison difficile à trouver, produit uniquement par une cellule de l'armée. Il n'aurait donc pas pu se le procurer. Bref, on ne sait pas s'il est réellement coupable. Il mourra en prison, à 95 ans, après y avoir passé presque 40 ans. Une histoire sordide, tout ça pour 2000 €. Boston, le vol du Gardner Museum. On est maintenant sur le plus grand vol d'art de tous les temps, avec un butin estimé à 500 millions de dollars d'œuvres volées. Une nuit de mars 1990, une voiture est garée devant le Gardner Museum de Boston. Vers 1 h du matin, 2 hommes habillés en policiers sortent de la voiture et sonnent à la porte du gardien du musée, demandant de rentrer car ils auraient été avertis d'un problème dans le musée. Les gardiens avaient l'interdiction formelle de laisser entrer qui que ce soit dans le musée de nuit, mais ils ne savaient pas si cette règle s'appliquait aussi aux policiers, et laissent donc entrer les 2 hommes. Et là, le coup de bluff commence. L'un des 2 hommes déguisés en policier prétend connaître le gardien du musée, lui demande alors ses papiers et lui attache des menottes. L'homme, à genoux, croit que c'est alors une erreur policière, et ne panique pas plus que ça. Peu après, le 2e et dernier gardien qui revenait de son tour de garde dans le bâtiment est aussi attaché. Bien évidemment, au bout d'un moment il demande « Mais pourquoi on nous arrête en fait ?» Et là, et cette phrase est vraiment stylée, l'un des 2 voleurs dit « Ce n'est pas vraiment une arrestation, c'est plutôt un braquage disons. » Les 2 gardiens attachés sont alors emmenés au sous-sol et le vol peut commencer. Vous le savez peut-être, mais la plupart des braquages sont les plus courts possibles, et la moindre minute passée peut être décisive pour l'arrivée des forces de l'ordre. Mais pour autant, les 2 voleurs ont passé 81 minutes, presque 1h30, pour voler 13 œuvres dans tout le musée. Des tableaux de Rembrandt, des dessins de Degas, et même un tableau de Vermeer, un artiste réputé pour la rareté de ses œuvres, vu qu'il n'en a produit que très peu au cours de sa vie. Ce qui est incroyable avec ce vol, c'est qu'on a l'impression que l'opération était une promenade de santé pour les voleurs. Ils ont pris le temps de faire des allers-retours dans le bâtiment, ils ont fait plusieurs voyages jusqu'à leur voiture garée dans la rue. Un vol pépère quoi. Encore aujourd'hui, ni les œuvres ni les criminels n'ont été retrouvés, malgré de très nombreuses enquêtes et des récompenses de plusieurs millions à celui qui donnerait une information pour retrouver les œuvres. En tout cas, si vous avez la chance d'aller à Boston, faites donc un tour au musée et vous verrez sur les murs, en hommage, des cadres encore vides qui contenaient les œuvres d'art volées durant cette longue nuit de mars 1990. Nice, le vol de la Société Générale. En 1976, à Nice, un homme, Albert Spaggiari, apprend qu'il est possible de creuser un tunnel menant à la salle des coffres de la banque de la Société Générale depuis les égouts. Il recrute alors des hommes qui pendant 3 mois vont venir la nuit traverser 3 km dans les égouts pour atteindre le mur à creuser jusqu'à la salle des coffres. Ils vont creuser, sans autre outil que des forêts, des burins et des masses, un tunnel de 8 mètres de long. Les travaux sont très durs et ils passeront parfois des jours à casser une simple pierre, et finalement, le soir du vendredi 16 juillet 1976, ils cassent le dernier morceau de
mur menant à la salle des coffres. Je vous ai dit qu'en général, les cambriolages sont plutôt courts. Eh bien ici, ce n'est pas du tout le cas. Ils vont rester un week-end entier dans la salle des coffres pour ouvrir 371 coffres. C'est un vol vraiment hyper détendu. Albert Spaggiari ira même dîner en ville le samedi soir et aurait même ramené du vin et du pâté à son équipe en revenant dans la salle des coffres. Ce week-end, il pleut à Nice et le niveau d'eau dans les égouts monte dangereusement, ce qui force l'équipe à partir plus tôt que prévu avec le butin. Ils se retrouveront malgré tout à devoir faire de nombreux allers-retours sur des canaux pneumatiques en portant des sacs de billets sur 3 km. Une horreur. Ils auront au total récupéré 50 millions de francs de l'époque, soit environ 33 millions d'euros actuels. Plus tard, les employés de la banque découvrent la salle des coffres pillée, avec par terre de la nourriture et des bouteilles de vin, et sur les murs de la salle des coffres, l'inscription « Ni armes ni violence et sans haine ». Pour le coup, c'est stylé. Albert Spaggiari, le présumé cerveau de l'opération, est un type qui aime jouer la carte du gentleman cambrioleur. Après ce casse, il s'ennuie, et va de pays en pays à travers le monde, envoie de temps en temps des photos à la presse française de ses planques pour narguer la police et amuser les médias. Il se fera pincer, finira en prison, mais réussira à s'échapper en sautant par la fenêtre sur le toit d'une voiture, avant de s'enfuir avec un complice à moto. Au final, l'histoire se tasse, la presse se lasse de ses apparitions médiatiques, et il meurt dans l'oubli. Mais toujours est-il que c'est un vol vraiment fascinant, et si vous passez devant la Société Générale de Nice, ou encore l'embouchure du Paillon qui rejoint les égouts où les braqueurs sont passés, souvenez-vous de cette histoire et racontez-la, ça fait toujours son petit effet. Bagdad, le braquage de Saddam Hussein. Et on va terminer sur ce qui est tout simplement le plus gros braquage de toute l'histoire, avec un butin de presque 1 milliard de dollars. On dirait ce que pourrait dire des gosses qui jouent aux méchants et aux policiers. Ouais, la police, vous êtes trop des nuls, haha, j'ai volé 1 milliard de dollars, ouais. Allez, go manger des balistos maintenant. Bon, j'en rigole, mais les circonstances de ce vol ne sont pas vraiment drôles, disons. Le 18 mars 2003, un jour avant que les troupes américaines débarquent à Bagdad, Saddam Hussein transmet à son fils une note donnant l'ordre de retirer 920 millions en billets. Celui-là, pour le coup, on est loin du scénario de film. Qusay Hussein, le fils de Saddam Hussein, est arrivé à la banque avec 3 gros camions, est entré par la porte principale, et le simple mot a suffi à convaincre le banquier d'une des banques les plus sécurisées du monde de lui donner 1 milliard de dollars. Il est alors reparti comme il est venu. Bref, pas le vol le plus impressionnant, mais j'étais obligé de vous en parler étant donné la somme colossale du butin. Bon, cette vidéo n'a pas pour but de dédramatiser les braquages, ce sont des actes criminels qui évidemment peuvent ruiner la vie de beaucoup de personnes. Mais on est obligé de reconnaître que, pour tout le monde, braquer une banque, c'est juste impensable. C'est un système de sécurité qui nous semble tellement infaillible qu'il ne viendrait jamais à l'idée de faire ça. Ça peut paraître très con à dire, mais c'est vraiment ce qui m'a frappé dans mes recherches. Si les braquages font la une des journaux pendant des semaines, c'est pas pour rien. Ce sont des actes incroyablement complexes qui demandent une dose de sang-froid légendaire. En tout cas, on imagine que de nos jours, c'est encore plus impensable de commettre un braquage de banque. Déjà, les systèmes de sécurité sont sûrement ultra renforcés. Elle est finie l'époque où un coffre-fort ne contenait pas d'alarme, comme c'était le cas à la Société Générale de Nice. On voit aussi souvent sur les devantures des banques des panneaux qui disent « L'argent n'est pas stocké ici ». Alors c'est probablement vrai, peut-être pas cela dit, en tout cas ça sert à dissuader les braqueurs. C'est une information difficile à trouver pour des raisons évidentes de sécurité. Bref, j'espère que ce sujet vous aura fasciné autant que moi. Je n'ai pas parlé ici des cybercriminels, qui évidemment peuvent aussi détourner des sommes d'argent énormes. Non, je voulais vraiment me concentrer sur le braquage tel qu'on l'entend dans les films, et j'espère que ça vous aura plu, mais c'est pas dit qu'on fasse un jour un détour sur la cybercriminalité. Prenez soin de vous, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Si vous aimez mon travail, je vous invite aussi à venir sur ma chaîne personnelle Askuns où je parle de jeux vidéo bizarres en faisant des blagues. C'est un peu moins sérieux, mais peut-être que ça vous plaira. En tout cas, à bientôt les amis, et ciao!